Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes, des scénaristes. Je suis Samri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast avec le soutien d'Anime France et de 22D Music, le partenaire musique des acteurs de l'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julien Villanueva. J'en étais sûr que j'allais écorcher ton nom, excuse-moi. Cofondateur avec Jérôme Baquet du studio d'animation de 3D et d'effets spéciaux, Circus. Et bonjour Julien. Bonjour, enchanté, merci. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien, à fond. Journée de match pour l'Euro. Hyper importante, ouais. Ouais, on est en 2021, en plein Euro. Vont-ils nous faire du beau jeu ? Ouais. On en reparlera plus tard. On verra bien. Avec Circus, qu'est-ce qui vous plaît dans l'animation que vous n'avez pas trouvé dans les effets spéciaux et la VFX ? Eh bien, c'est une belle question, ça. Dans les VFX, en fait, je pense que c'est une relation à l'œuvre, d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des VFX, on n'est pas forcément intégré dans la narration autant qu'on peut l'être dans l'animation. Quand on fabrique de l'animation, on a un contenu qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus vaste. Riche. Ouais. Et puis on vient dans l'animation pas pour une seule petite partie du projet en fait. Pour les effets spéciaux, voilà, vous avez un tournage, il y a des acteurs, le tournage se fait, c'est vraiment le cœur, l'essentiel en fait de l'œuvre. Et puis ensuite, nous, on vient derrière au VFX pour pouvoir agrémenter à un moment donné telle partie. Alors ça peut être narratif, un dragon ou une explosion peut être narrative évidemment. Mais en ce qui concerne l'animation, on ne va pas segmenter toutes les tâches. Donc, quand on vient vous êtes là de A à Z, voilà, en fait. Quand on vient nous voir, en fait, on est investi dans l'œuvre directement. Et c'est ça qui nous plaît. Donc après, on a des coups de cœur et c'est plutôt comme ça qu'on marche et qu'on fonctionne. Et on a eu de la chance jusqu'à présent. Alors, ça a été créé en 2008 avec Jérôme, justement. Tout à fait. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que vous êtes tous deux graphistes, en fait, initialement. Oui, on n'est pas des... Oui, on est des boss graphistes. On est graphistes au départ. Et qu'est-ce qui vous a motivé, justement, à passer de graphiste à être entrepreneur, en fait ? Parce que c'est notre facette. Ouais, c'est notre démarche, mais c'est vrai que je ne peux pas parler pour Jérôme, je pense que ça doit être à peu près la même chose, mais en ce qui me concerne, c'est un désir que j'avais depuis toujours, être autonome un jour. Ouais. Alors bien sûr, il y a plein de contraintes, mais il y a une forme de liberté, d'excitation, d'être dans l'eau froide. Enfin, moi, ça me motive beaucoup. Et, l'eau brûlante, parfois. Ouais, non. C'est pas que l'eau froide. Mais c'est génial de se dire que, voilà, à un certain moment, on se retourne et puis on se dit, tiens, en fait, on a fait ça. Et puis, tu regardes tes mains et tu dis, on a démarré de rien. Avec Jérôme, on a démarré à deux. On a acheté 2 bécanes. On a travaillé. On a commencé dans son appartement. C'était quoi votre premier contrat, tu t'en souviens ? Ouais, c'était une pub pour MT Dents. Avec Vincent Lobel en réalisateur, il y avait Partisan Midi Minuit qui était le producteur, et c'était une publicité. Très bien. Et donc c'est ce qui vous a mis un peu le pied à l'étrier, absolument, en fait, de démarrer là-dessus. Et oui, et d'ailleurs on était à Annecy et on a retrouvé Jean Gab, qui était le producteur de l'époque, qui nous avait mis là-dessus et qu'on a encore remercié la dernière fois. On dit mais c'est toi qui nous as mis le pied à l'étrier. Mais c'est important, ces gens effectivement qui sont là dans les débuts des entreprises. C'est des souvent rencontres. Quand c'est des succès, de les remercier parce que le karma c'est ça quoi. Ouais, tout à fait. On vous aide. Et justement donc vous avez démarré à 2, ensuite vous êtes monté à 15 et ensuite à 50, et puis aujourd'hui vous êtes quasiment 150, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, tu exagères. Non, mais selon les projets. Ouais, non, on est plutôt aux alentours de 80-90. D'accord, ok. Oui, c'est déjà beaucoup. Et en fait, évidemment, les évolutions de boîte, ça pose vachement de soucis et puis ça pose question tout le temps. Donc avec Jérôme, évidemment, en fait, on s'est toujours dit qu'on voulait maîtriser notre croissance. Ouais. Et donc aller petit pas par petit pas, petit à petit, pour ne pas être pris dans un flot non maîtrisé et puis être juste avide de croissance pour être avide de croissance et faire du business pour faire du business. En fait, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il y a quand même des exemples, d'autres exemples un peu de studio de 3D, de VFX, mais aussi d'animation comme, je sais pas, Illumination MacGuff ou il y en a d'autres, Micros, etc., qui ont grossi énormément.
Ouais. Vous, c'est pas forcément l'intention, quoi. En tout cas, après, quand tu parles de ces boîtes-là, elles sont quand même historiques. Oui, donc nous, si tu veux, si on devait se comparer, il nous faudrait rattraper le retard, etc. Oui, après, ils ont été à des moments particuliers et ils ont vécu une évolution du milieu de l'animation en France de façon spécifique. Après, Illumination ou Micros, c'est pas les mêmes modèles non plus. Il y en a qui produisent, il y en a qui produisent pas, ou peut-être bientôt. En tout cas, ils n'ont pas le même modèle. Nous, on se situe dans un schéma, on va dire... en fait, on a une structure qui pourrait ressembler à une très grosse boîte. Ouais. Grâce à nos outils internes. Donc ça nous donne beaucoup de force, de puissance au niveau du pipeline, des outils de ce niveau-là. Mais on veut rester dans une maîtrise, on va dire, humaine, une taille humaine. Échelle humaine. Échelle humaine. Vu qu'on n'est pas des gestionnaires à l'état brut, des costards cravates, comme je pourrais dire, c'est pas méchant. Non. On est graphiste, on est encore dans le cœur du sujet avec Jérôme, et donc on aime bien maîtriser les projets, être sur chaque projet. On les suit, on est à des réunions internes artistiques, évidemment au niveau de la pré-pro, du lancement des projets, pour donner les orientations stratégiques de développement d'outils ou de comment on va le fabriquer. Et donc, du coup, pour pouvoir se permettre ça, il ne faut pas qu'on grossisse non plus et qu'on explose totalement. Il faut que... Puis c'est une question de plaisir, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie professionnelle à un certain moment? Est-ce que j'ai envie de faire gérer des datas, ou est-ce que j'ai encore envie de coller à l'image et développer... Je trouve ça très inspirant, justement, de vouloir garder le stylet et d'être assez proche, en fait, des créations pour pas se laisser embarquer. Alors, on a de moins en moins de temps pour le faire. Vous avez plus de management, plus d'enjeux, évidemment. Mais du coup, ça permet d'être proche des projets, proche des réalisateurs qui viennent nous voir aussi. Enfin, on est là, quoi. On est physiquement là, on est vraiment là. Circus a démarré avec la publicité, tu le disais. On a quand même en tête des publicités assez iconiques. On avait Oasis à l'époque, les fruits qui prenaient vie en fait sur nos écrans. Ça, c'était vous dans les débuts qui avez travaillé sur cette œuvre-là. On va regarder la publicité parce que ça rappellera des souvenirs aux auditeurs et aux auditrices. Allez, viens, on va se fendre la poire. Abricodabra. Abricodabra. Oui, ça défruite. Attends, à moi de le faire. Nouveau, petit Oasis, plus petit, complètement bifruit. Oasis, bifruit. C'est vachement innovant de faire travailler une marque sur quelque chose un univers comme ça. On va parler des fruits. Alors je sais pas s'il y avait une agence créative et tout, c'était très malin. Ah oui, il y avait une mais alors le rendu, ce que vous avez réussi à faire, c'est fabuleux. Là, il y a un petit plan, mais on n'imagine pas la complexité de la chose, de la mangue qui se retrouve derrière le verre, donc avec l'effet loup plus loup. Ça, en fait, ça c'est un bon exemple pour nous parce que là, on couplait notre expérience des VFX avec l'animation. Oui. Donc notre maîtrise des tournages réels, enfin voilà, du tournage, des effets spéciaux divers, et puis la création de personnages et l'animation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait qu'on a une palette très large, c'est-à-dire qu'on sait faire du super réalisme et puis on peut aller jusqu'au cartoon. Aujourd'hui, on a vraiment toute cette palette. Alors, il faut qu'on la complète plus avec de la 2D, parce qu'on n'a pas vraiment de pipeline 2D. On en a déjà fait, si tu veux, ou petites animations. Mais voilà, ça, il faudrait qu'on le complète pour pouvoir être totalement riche dans la palette la plus large, quoi. Ça, c'est vraiment le côté entrepreneur. Il faut qu'on continue. Non, mais c'est vrai que la 2D, c'est génial, parce que quand on parle d'animation, il n'y a pas que la 3D. La 3D est venue quand même plus tard. L'origine, c'est quand même la 2D, le flipbook. Voilà. Et ça, il faut qu'on y aille. C'est sûr. Et en plus, il y a plein de formats différents qui nous intéressent. Si tu prends l'animation tout à l'heure. Okay. Mais sur justement les récits publicitaires qui vous ont amené petit à petit à aller vers l'animation, il y a aussi eu Candy Up qui où là en fait c'était 100% anime. Et je me souviens même de ces spots. On va en regarder un aussi parce que vous allez voir, c'est à la fois créatif sur le storytelling et puis franchement c'est très beau. Donc encore une fois, on peut que saluer le travail. Quelque part dans l'espace. Et là, c'est l'effroi. Candy Up, c'est du bon lait Candia, source de calcium et de vitamine D. Houston, on n'a plus de problème. Candy Up,
il y en a là-dedans. Moi, c'est Candia. Moi, j'adore ce type de format. Ouais. Et en fait, ça te forme à l'animation rapide et au petit format. Quand tu fais de la publicité, alors on n'était pas réalisateur ni producteur là-dedans sur ces projets-là. C'était avec Passion Pictures et puis Laurent Nicolas comme réalisateur. Mais ce qui est génial, c'est que quand tu fais beaucoup de pubs, à un moment, tu es confronté à plein de personnages. Tu vois que les agences réfléchissent les personnages d'une certaine manière. Tu prends Oasis, ils ont développé très tôt les réseaux sociaux sur les personnages. Ouais. Et en fait, dans le monde de l'anime, ça commence. Oui, à venir avec les programmes. Mais je veux dire, il y a 10 ans, les mecs d'Oasis, ils réfléchissaient déjà à ça. Ouais. Donc c'est vachement intéressant. Et une pub, c'est 30 secondes. Et les mecs en réalisation de pub, ils ont l'habitude de savoir, de raconter une histoire dans un format hyper petit. Et aujourd'hui, tu vois TikTok, tu vois les réseaux et tout ça, les formats se réduisent, auraient tendance à se réduire. Donc c'est intéressant comme expérience. Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est qu'en s'inspirant finalement il y a beaucoup de choses à apprendre de la pub. De la manière dont ça se passe dans la pub, dans le storytelling et tout, il peut y avoir de plus en plus un pont vers l'animation qui elle-même... complètement. C'est intéressant. Alors ça. Après, tu es contraint, quand tu as un format hyper court, tu peux pas raconter un roman fleuve. Tonne de choses, mais tu peux avoir plusieurs formats hyper courts. Absolument. Voilà, et avoir une cadence qui fait que ça reste très divertissant, quoi. Tout à fait. Mais en tout cas, vous avez intelligemment pivoté à chaque fois, passer de la publicité vers justement l'animation, les VFX. C'est quoi? C'est un sens inné de l'écoute du marché ou plus c'est aussi c'est des bonnes rencontres aussi. Alors c'est de la volonté évidemment stratégiquement et par affinité. Donc historiquement, on vient des VFX, mais voilà, l'anime, ça nous a toujours plu. Et puis, on a envie de développer ça. On a beaucoup bossé avec Samuel Tourneux, qui est un ami et qui est réalisateur, qui avait aussi le désir petit à petit de passer de la publicité vers des formats plus longs. Nous, c'était le cas. On a eu une histoire un peu parallèle et combinée, et puis avec d'autres opportunités au fur et à mesure, avec du réseau. On a montré, qu'on était capable de faire pas mal de choses. On a, comme je te disais, on a un pipeline assez fort, et puis on est connu aussi pour ça. Voilà. Et donc, ça cadrait assez bien à des gros volumes. Enfin, tu vois, une bascule qui est, attends, mais Circus, ils sont balèzes sur ça. En fait, on va leur confier peut-être la fabrication d'une partie d'un long métrage, puis ensuite un peu plus, etc. Et puis, vous avez gagné la confiance au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais voilà, on avait aussi une grosse expérience de pipeline assez costaud avant, avec Jérôme, et on a toujours voulu développer de toute façon du pipeline en interne. Donc c'est quand même une des forces qu'on a. Quand on parle de pipeline, ça correspond à assembler en fait plusieurs technologies. C'est ça. Ouais, non, c'est pas tellement ça. C'est pas exactement ça. Alors, vas-y, comment est-ce que un pipeline, en fait, donc tu vas avoir plein d'étapes de travail, tu vas avoir un workflow de travail. Le pipeline, c'est exactement comme quand tu imagines, c'est la terminologie même, c'est des tuyaux. C'est des tuyaux. Ouais. Et donc, tu vas connecter chaque étape de ton workflow avec des bouts de pipeline. Et donc, en général, il te faut du code, il te faut des choses, de l'automation, il te faut des outils particuliers. Chez nous, c'est un outil qu'on a développé pendant des années. En interne. Et qui nous permet de travailler avec à peu près n'importe quel logiciel. Le logiciel, tu prends du Maya, tu prends du Blender, tu prends autre chose. Ça n'a pas changé notre colonne vertébrale. D'accord. Donc, on s'adapte vachement. Ces dernières années, on a fait, en moteur de rendu, si je te donne cet exemple, on a fait du Arnold, mais on a fait aussi du Guerilla ou du Verret, parce qu'il fallait s'adapter sur les différents projets. Donc, en fait... on voit un projet venir, tu as un DA qui vient avec un désir ou une prod ou un réalisateur qui ont tel type de sujet. On réfléchit avec lui quel est à la limite le moteur de rendu qui correspond le mieux. En fait, ça ne nous arrête pas. À quel moment vous décidez de ce moteur de rendu? Parce que très tôt, c'est au moment du c'est quoi en fait? Non, mais c'est une discussion qu'on peut avoir sur les opportunités. Après, il y a un autre truc, c'est qu'il faut aussi prendre en considération le fait que sur des budgets français, de fiction, tu es amené aussi à collaborer avec d'autres studios. Donc des fois, c'est cette collaboration en multisite qui fait que tu vas te dire tiens, un tel studio, ils ont peut-être Verret ou ils ont Arnold ou ils ont machin, et donc on va s'arranger, on va faire le truc le plus adéquat et le plus malin aussi économiquement pour que le projet se fasse, quoi. Ok. Donc, mais du coup, on s'adapte en fait. Et puis c'est vachement intéressant parce que je pense qu'il faut être bouleversé régulièrement. Ça, c'est un des trucs chez nous qui est important, c'est qu'on ne reste pas sur une techno.
On essaye plein de technos différentes. Vous essayez d'être tout le temps à la page, quoi. Et puis ça va très vite en plus. Ça va super vite, mais c'est essentiel. Et puis il ne faut pas s'arrêter, quoi. Tu vois, il y a Maya. Avant, enfin, quand on a démarré, on était sur Softimage. Et puis Softimage s'est fait rater, donc Maya. Ouais. Et là, on regarde Blender. Blender est en train de prendre vachement d'ampleur. On parle souvent de Blender aussi sur le podcast, là, parce que ça a l'air d'être une technologie. En plus, elle est open source, donc ça peut contribuer, etc. En tout cas, vous avez fait de la publicité, mais on vient vous chercher aussi depuis la télé, sur certains documentaires et tout, pour faire des images de synthèse. Récemment, vous avez travaillé sur Notre-Dame de Paris, en collaboration avec notre boîte. Avec Solidanime. Solidanime. On va voir des images pendant qu'on parle, là. Mais c'est encore un autre exercice que de travailler avec des sociétés de production type télévision. Oui, en fait, les programmes... Et les problématiques sont différentes. C'est-à-dire que là, dans le docu-fiction, en fait, tu es confronté à l'histoire. Ouais. L'histoire, elle t'impose évidemment un certain nombre de lieux, un certain nombre de personnages, ce que tu n'as pas en fiction. Si en fiction, à un certain moment, tu as un producteur ou un réalisateur qui viennent te voir en te disant bah voilà, il y a 40 personnages. On fabrique ça. Bah, tu peux leur dire, écoutez, il faudrait peut-être réduire un peu parce que l'enveloppe, là, dans le cadre de Notre-Dame, t'enlèves pas l'architecte, les travailleurs, l'architecte, les gens qui l'ont porté, qui ont développé Notre-Dame pendant des siècles. Puis les différentes étapes. T'enlèves pas Viollet-le-Duc, t'enlèves pas Maurice de Sully, t'enlèves pas ces personnages-là, sinon tu racontes plus l'histoire. Donc le docu-fiction a une autre problématique, c'est que vraiment ça t'impose des contraintes narratives liées évidemment à l'histoire que tu vas raconter. Et donc, les budgets ne sont pas les mêmes non plus. Donc, en fait, ça demande d'être malin, d'essayer de voir comment tu peux fabriquer avec une économie qui est différente. Et donc, finalement, ces contraintes-là, elles sont intéressantes parce que je pense qu'en s'y confrontant, on va trouver des solutions aussi pour d'autres types de formats. C'est là qu'on innove, en fait. Ouais, tu innoves par la contrainte, en général. C'est là que tu es créatif. Voilà, donc, on est très content d'aller sur ce type de sujet pour ces raisons-là aussi. Et vous continuez à travailler pour des programmes de télé comme ça ? Oui, absolument. Je trouve ça bien d'avoir contribué à ça. En plus, il y a eu cet accident tragique à Notre-Dame. Donc, qui a porté d'ailleurs le documentaire. Du coup, ça devenait à propos. Alors nous, on était très touchés et très émus puisqu'on était en plein dans la fabrication. Et tout d'un coup, tu vois Notre-Dame qui brûle. Ah ouais, donc vous étiez déjà en fabrication on était en fabrication, on était en phase plutôt, on va dire, on était en phase de compositing. Okay. Et on sortait les images, et puis là, tout d'un coup, il y a eu un froid, un vent glacial dans le fou, studio. Quoi. Ça doit être spécial, ça. Ouais, c'était hyper émouvant et hyper dur en même temps. C'est vrai que tu travailles sur un monument historique, une œuvre qui a passé le temps et elle est en train de se détruire en quelques heures sous tes yeux. Et que vous êtes en train de le construire en 3D. Et tu es dans le projet depuis des mois, donc tu es dedans. Donc c'était assez difficile. Ouais, ça devait être une drôle de... Ouais, c'était étonnant. De toute façon, on est en train de s'en charger de Notre-Dame, mais c'est pas quelque chose qu'on va laisser de côté. C'est quand même un superbe monument de notre histoire. Donc, en tout cas, je voulais parler de ces effets spéciaux. Et puis, effectivement, petit à petit, vous êtes allé vers la fabrication de films et de séries d'animation. Parce qu'en gagnant la confiance, etc., on vient vous confier plus. Et il y a eu cette œuvre Lego City. Donc là, c'est Lego City Adventure. Lego City Adventure. On parle de 2 saisons. Alors là, on démarre la 4e saison. 4e saison. Waouh. Depuis le début, c'est vous qui êtes à la fabrication. D'accord. En fait, il y a plein de séries Lego. Tu as les Ninjago et puis tu as les séries antérieures qui étaient plutôt basées sur un style graphique très plastique, comme tu as pu le voir dans les films Lego Movie et tout ça, avec une animation qui était très blocking, vraiment très stop motion et tout. C'était quasiment du stop motion. Pas très agréable à regarder parfois. C'était très hyper énergique. Un peu énervant. Nous, c'est Passion Picture qui est venu nous voir pour faire le test graphique, pour développer la DA de ça. Alors, Passion Picture, c'est eux qui détiennent les droits de... Non, c'est la prod qui est en contact avec Lego. C'est la maison de production qui a fait appel à nous pour pouvoir développer le look avec eux et proposer une solution graphique à Lego. Et c'était une compétition, donc avec eux, on l'a gagné.
j'étais hyper content. Du coup, on a rencontré les gens de Lego. C'était une expérience passionnante. C'est au Danemark, hein, oui, c'est au Danemark. Donc, boîte, on s'est déplacés, on est allé les voir et tout. Ils nous ont accueillis, c'était génial. Parce qu'il faut savoir que Lego, c'est 1932. Elle est hyper vieille, cette société. Ah oui, c'est une marque incroyable. Et c'était un charpentier allemand, danois justement, qui voulait faire, pendant la crise, voulait faire des jouets en bois. Quand tu arrives chez Lego, nous, voilà, en tant qu'entreprise, tu passes par leur musée interne. C'est pas un musée public, c'est un musée interne. Pour te faire comprendre l'ADN, en fait, de Lego. Ouais. Mais c'est passionnant, en fait. Ouais. Tu peux penser que c'est corporate, etc. Et puis, mais ça l'est. Et puis, c'est important, en fait, de savoir pour qui tu bosses, pour pouvoir aller plus loin, retranscrire leurs idées, leur ADN, etc. Et puis, tu es là pour les porter, tu es là pour apporter une nouvelle image. Donc, c'est bien. Et c'était assez génial. Et là, tu vois l'histoire, effectivement, de ce charpentier qui subit la crise de 29. Ouais. Et puis, tout d'un coup, il se retrouve avec des billes de bois et il en fait des jouets. Ouais. Mais après, il a un incendie. Donc, du coup, il se rapproche de nouvelles technologies comme le plastique. Du plastique injecté, des trucs comme ça. Voilà. Et puis après, il invente la brique. En 1955, la brique avec un petit picot qui permet qui s'emboîte encore sur celle d'aujourd'hui. Ah, ça, je savais pas. Non, c'est des fous furieux de la continuité. De la qualité. Quoi. Ouais. Mais tu sais que c'est une des boîtes les plus... On arrêtera avec Lego, mais c'est une des boîtes les plus... On va inviter le fondateur de Lego. C'est une des boîtes les plus connues dans le monde. Et même la valeur de la marque Lego est hyper forte. Elle était au-dessus de Disney et d'Apple à une époque. C'est pas étonnant. Et c'est dingue de se dire que ça tient aussi bien. Bon, du coup, ils sont vachement exigeants, j'imagine, quand vous allez les voir. Et que vous leur dites, la qualité fait partie vraiment de leur moto. Enfin, c'est l'ADN de Lego, quoi. Ouais. Et alors, ce que je trouve très intéressant quand même, mais après on arrêtera avec Lego, mais c'est qu'au niveau de la ligne éditoriale, c'est vachement intéressant. Quand on a vu arriver les scripts de la saison 1, mais c'était génial. Ils étaient dans la continuité de Lego Movie. Et Lego Movie, il y a de l'autocritique quand tu as la chanson Tout le monde est parfait, etc. Ouais. J'adore, je trouve ça malin parce qu'en même temps, tu fais de l'entertainment, mais ils se moquent d'eux-mêmes, ils jouent avec tout ça, ils n'hésitent pas et c'est pas frileux. Donc, c'est hyper motivant dans ces cas-là de faire de la création. Donc, nous, ils ont des scénaristes qui sont basés en Californie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qui ont l'air d'être assez bons et tout. Non, c'est des très, 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 très bons. Ouais. Que tu as parfois en contact, vous avez oui, au début de chaque saison, on rencontre l'équipe. Ok. Ouais. Et du coup, ça donne une certaine liberté de ton sur Alors eux l'ont, après nous on trace pour fabriquer les choses, mais c'est génial de bosser sur des sujets comme ça. J'avais vu que vous étiez inspiré un petit peu de Lego par la modularité. Absolument, ouais, tout à fait. Pour vous-même construire vos props, tous les éléments exactement. qui vont construire en fait la ville. Tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, quand on a abordé le sujet, quand on a su qu'on faisait Lego, qu'on avait gagné la compète avec Passion Pictures, on trouvait intéressant en fait de se poser évidemment la question de c'est quoi Lego, tu te bases sur quoi ? Alors évidemment tu as les figurines, tu as la couleur jaune, tout ça, et puis tu as la notion de stickers. Donc en fait ce qui est complètement génial, c'est que tu as un seul corps et ensuite tu as des stickers qui définissent la personnalité du personnage. Ça peut être ou le caractère, la caractéristique, ça peut être un flic, ça peut être un pompier, ça peut être un pirate, ça peut être un homme ou une femme. Parce que en fait, le corps, c'est le même. Ouais. Les hanches sont dessinées dans le sticker, c'est tout. Ouais. Et après, tu as les expressions du visage ou les petits détails du visage. Et puis, tu as les cheveux. Donc ça, c'est pour les personnages. Tu te dis, mais c'est incroyable, cette dimension, cette richesse que t'offre un design unique. Ouais. Et ça fait réfléchir quand même pour plein d'autres choses, pour des séries et tout. Ouais. Ça, c'est un point. Et après, sur la cité... En fait, sur la ville, tu te dis, d'accord, finalement, pourquoi pas s'intéresser à la fabrication des Lego, à leur ADN, la façon dont ils modulent les choses. Et on s'est dit, ok, essayons de faire en sorte que notre ville, quand on la génère, elle soit modulaire. Pour ne pas pouvoir la créer forcément de toutes pièces à chaque fois, mais de penser à des quartiers de la ville, chaque quartier divisé par petits blocs qui contiennent des unités... définie. Et en fait, donc après, on génère cette ville
pas de façon quasi automatique, mais en fait, on a réfléchi tous les rez-de-chaussée, ensuite les premiers étages qu'on peut dupliquer, plus les rooftops. Et donc, après, on génère... Donc, elle n'existe pas physiquement, on ne peut pas la sortir, mais pour un épisode, on génère un quartier qui apparaît au moment où on le calcule. C'est trop bien. Et on expliquait ces technos, cette façon de travailler à Lego. Et voilà, c'était fasciné aussi. Ça résonnait avec eux. Oui, ça résonne parce que du coup, tu te dis, tiens, les mecs, ils s'approprient le côté modulaire de la brique et de leur système. De toute façon, il y a aussi une chose qu'on a fait pour Lego et qui était importante, c'est la question d'échelle. C'est con, mais quand tu regardes le monde de Lego, c'est des questions de taille de boîte et de choses de ce type. Mais quand tu fais un building ou que tu achètes un building de Lego, tu vas avoir 1 ou 2 étages. Mais oui, c'est jamais très haut. Alors nous, on voulait faire une ville. Donc l'idée, c'était de s'approprier le rez-de-chaussée, mais après, on duplique autant qu'on veut. On peut faire un gratte-ciel si on veut. Exactement. Ouais. Et donc, c'était dans cette idée de mettre la ville à une échelle beaucoup plus grande que ce que proposent les jouets et se détacher des jouets. Et quand tu regardes les voitures, c'est la même chose. Des fois, tu as des voitures avec des petites roues parce que c'est des camions, ou des fois, tu as des véhicules avec des grosses roues. Des fois, tu n'as qu'une place. Voilà. Donc, en fait, on a harmonisé toute la ville pour qu'elle soit réaliste dans le monde Lego. C'est-à-dire, en gros, tu as 2 places. Tu as 4 places même, les places arrière, etc. Donc, on a changé tout ça. Et puis, ça sert le propos, ça sert l'histoire. Complètement, mais alors, du coup, tu as quelque chose de cohérent visuellement. Les véhicules sont à la taille des persos. Et ce genre de ça doit être un exercice créatif assez dingue. Ouais. Vous avez passé longtemps justement sur vraiment cet aspect de on définit les props. On a passé 6 mois à peu près pour développer. Bon, alors il y avait du développement de pipeline aussi spécifique, mais c'est vrai que pour le look, taper un peu tous les véhicules, etc. Et puis l'idée, c'est pas de faire des jouets pour Lego, c'est de faire de l'histoire. Donc quand tu as ces séries-là, c'est... Et vous avez utilisé 2 technologies. La première pour générer les foules en fait dans cette ville dans laquelle se passent ces scènes. Il y a pas mal de foules. Je connais peu de séries qui ont autant de foules que ce qu'on fait. Et c'est énorme. C'est Golem, c'est ça que vous utilisez? C'est Golem. Golem, c'est ce qui est utilisé Lord of the Rings, non? Enfin, comment ça s'appelle? Je sais pas, peut-être. Ouais. Seigneur des Anneaux, il me semble, pour certaines scènes. Je crois pas. Non. Okay. Enfin, il faut que tu vois avec les mecs de Golem. J'essaie de recevoir. Mais en tout cas, une des choses importantes qu'on a développées, c'est la foule. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois une série 3D, tu vois quasiment personne dans les rues. Non. Nous, on a mis du monde partout. C'est-à-dire que de base, la foule, tu as des gens dans les rues qui se baladent. Sur tous les trottoirs. Donc ça, c'est une foule de base, on en met partout. D'accord. Plus, ensuite, tu as des foules qui sont jouantes, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont narratives. Tu vois le storyboard, il y a, je sais pas moi, le maire qui est devant la foule sur Center City Square et qui l'applaudissent. Bon, ça, c'est une foule jouante spécifique, donc pareil, on en met... Et après, vous shootez à l'intérieur en fait de cette. C'est comme si vous aviez un studio. Oui, en quelque sorte. En quelque sorte, dans lequel vous venez. Oui, tout à fait. Super intéressant. Et pareil pour les visages, parce qu'en fait, il y a une partie 3D, tout ce qui est élément volume, et il y a une partie 2D qui correspond qui sont les visages. Donc on a designé tous les décalcomanies pour tous les phonèmes, toutes les labiales et toutes les expressions diverses et variées. Et c'est un travail monstrueux. Il y a énormément de calques différents. Bon, tant mieux. En tout cas, c'est une histoire qui se passe bien, vu qu'on est à la 4e saison. Bravo pour ça. Content. Et puis, franchement, c'est étonnant de se dire qu'en plus, c'est une série qui est diffusée à travers le monde. Donc, que ça soit fabriqué en France, je trouve que c'est une belle fierté. Au départ, c'est Nickelodeon US qui diffuse les séries. Ok. Ouais. Et évidemment, ceux qui distribuent ensuite. Super. Voilà, donc je voulais parler de Lego. Et petit à petit aussi, enfin, c'est pas petit à petit, parce que vous avez déjà fait un pas là-dedans, faire le long métrage. Ouais, tout à fait. Et vous avez fait Cro-Blanc à l'époque. Et là, la nouvelle, on va dire, ou en tout cas la chose récente, c'est le tour du monde en 80 jours. 80 jours, ouais. On a reçu sur Animacho David de Cottonwood, qui nous parlait, justement, il était super excité de faire naître ce projet qu'on voit ici. Moi, je trouve ça génial, faire un long métrage fabriqué en France avec une coproduction française et tout. Enfin, même c'est Canal+ et Cottonwood, me semble-t-il. Et c'est vous qui avez été à la fabrication, aux manettes de la Alors pas que, on était en partenariat avec MacGuff Line Belgique. Ok. Ouais. Sur quoi ils ont intervenu en fait, on s'est partagé pas mal. C'est assez particulier comme répartition. Et c'était plutôt vachement intéressant par rapport à Cro-Blanc, où en fait, c'était défini avec des étapes extrêmement spécifiques. Là, on a essayé de faire en sorte qu'avec des répartitions différentes en termes de pourcentage, mais d'essayer de faire un peu de tout, quoi. Histoire de voir comment on pouvait combiner nos pipelines et voir comment on pouvait discuter.
Après, c'est vrai qu'on a développé particulièrement les personnages, et puis on est allé, on a fait le layout, la grosse partie artistique du layout, puisque comme on était situé à Paris, que le réalisateur Samuel Tourneux était à Paris, c'était vachement plus simple et cohérent de l'accompagner dans la traduction du Storymatic. Storymatic, donc 2D, donc le mettre en layout avec lui dans les espaces, avec nos personnages qui étaient en train de se fabriquer. Et tout donc, ça sous les années Covid en plus, 2020. Ouais, alors ça c'est, il y a eu gilets jaunes, grève, Covid sur ce projet, c'était assez chaud, mais on a réussi à le faire. Ouais, donc on est plutôt content. Et puis on était aussi, au départ, on a travaillé très tôt avec Cottonwood, Zoé, David, Cécile. Avec évidemment Samuel et puis Mathieu Vavril sur la DA. C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait un petit pilote, un petit teaser pour eux un an et demi avant. Qui leur permet aussi à eux de démarcher finalement. Absolument. Voilà, à quoi ça ressemblait, tout à fait. Tout ça. Elle n'était pas aboutie à 100%, mais on était quand même très proches. Okay. Et du coup, avec la maîtrise de l'image et de tout ça, ça a été vraiment passionnant. Ce qui est vachement intéressant dans ce projet, je trouve, il y a énormément d'aspects qui sont géniaux, mais il y en a un que je trouve qui ressort et qui est vraiment saillant, c'est la qualité d'image. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec... il y a vraiment une question qui se pose, je trouve, en France sur les budgets français. Ouais. Évidemment, on est en confrontation. En gros, en France, on fait un film à 10-15 millions maximum, alors qu'aux États-Unis, ils sont à 150 millions, par exemple. pour un film. Bon, mais c'est un sujet. Ouais, tout à fait. C'est un sujet. Et évidemment... le budget, il se ressent à l'image à un certain moment. Ouais. Ou alors, les Américains sont débiles, quoi. Ouais. Bon, c'est pas le cas. Donc, c'était hyper intéressant de se dire, OK, comment on va développer un look, tous ensemble, où l'économie ne se sente pas à l'image. Parce que des fois, tu as des trucs, tu te dis, OK, bon d'accord, j'ai compris, c'est un film français. Ils n'ont pas mis le paquet. Ils n'ont pas mis le paquet mais c'est parce que c'est comme ça, le budget, il est comme ça, le territoire français est de ce type. Bon, donc voilà, on ne peut pas arriver à avoir 100 millions ou 40 millions quand on ne peut pas. Enfin, je veux dire, notre territoire, il est comme ça. Je perds pas espoir. Hein. Ouais, non, mais bon. Avec peut-être, le divertissement qui s'internationalise. Mais la vraie question, pour moi, enfin, ça a toujours, et ça fait de longues années que moi, je trouve que c'est un sujet passionnant, c'est comment on définit, comment on développe une imagerie française. C'est pas pour être français cocorico, à la limite, je te dirais européenne. Ouais. En fait, qui se démarche des Pixar, qui se démarche des DreamWorks, tous ces trucs-là. C'est bon, on les a vus. À chaque fois que tu retrouves un film français qui veut... Pourquoi on imite toujours un film américain ? Pourquoi tu as toujours le même type de design ou essayer de faire du pseudo-réaliste. On n'a pas les thunes pour le faire. Made in France, tu veux dire un truc bien... une image qui, en fait, on comprend que ça vient d'Europe. On reparlait des contraintes. Voilà, une contrainte majeure, c'est le budget. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. C'est tellement évident. C'est le cœur de n'importe quel projet. Ouais. Ne rivalisons pas toujours avec l'imagerie américaine. Ça ne sert à rien. On se prend un mur. Enfin, tu ne peux pas. Donc, essayons de trouver... une imagerie peut-être 2D, 3D, des choses innovantes, prenons plus de risques, quoi. Et c'est ce que vous avez fait avec... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment chouette. Alors, on a mixé, donc on est plus 2D, 3D que 3D pur, déjà, d'une part. Et puis ensuite, il y a des effets spéciaux 2D. Le parti pris, ça n'a pas été de se dire, OK, quand il y a de la fumée, ça va être de la grosse artillerie 3D, etc. Non, on a fait un mélanger quelque chose. Okay. Ouais. On va regarder la bande-annonce, comme ça, tout le monde se fait une idée. Un jeune Ouistiti qui rêve de parcourir le monde. Passe-partout! Qui part jouer les grands explorateurs? Ça m'étonnerait. Rencontre un explorateur vanneur. S'ils veulent du chaud, ils vont être servis. Légèrement arnaqueur. Je vous parie à toi et à vous autres. C'est trop dégueu que je peux faire le tour du monde en 80 jours. C'est le début d'une aventure. Ramenez-moi mon bébé d'amour. Qui va faire des étincelles. J'arrive, pipi, ça, maman! Cet été, embarqué avec Phileas et Passepartout. Aïe! Faut faire une coquille image. Ouistiti! Pour un voyage extraordinaire. Choco va l'exploser ce record. Pour les deux. Aux quatre coins du monde. Je m'appelle Aouda. C'est qui, toi? Je vais vous aider. On s'en est tirés comme des chefs. Suivez-moi! Les grenouilles, ça vole pas. Sauf quand elles savent construire des avions. Je pense que j'imaginais que ce serait le plus beau moment de ma vie. Hé, j'ai rien fait d'illégal. On ne bouge plus. Tu es en état d'arrestation. Ta
Manger la carte? Depuis quand les célèbres explorateurs mangent les cartes? Ça se passe plutôt bien. On forme une bonne équipe. Le tour du monde en 80 jours. Sable mouvant. Surtout, on panique pas. Le 4 août au cinéma. Le 4 août 2021, donc si vous entendez regarder cette émission, allez-y, foncez pour voir cette œuvre. Donc ça a été annoncé à Annecy aussi pour l'avant-première. C'est vrai que c'est très beau. Et c'est le tour du monde en 80 jours, donc il y a eu énormément de décors à développer en fait. Etc. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est une contrainte additionnelle. Ouais, là, pareil, tu es sur un sujet qui traite l'œuvre de Jules Verne. Alors, on en est quand même loin. C'est inspiré de l'œuvre de Jules Verne. Elle est très largement interprétée et adaptée pour une tranche d'âge quand même assez jeune. Mais effectivement, elle t'impose quand même de passer par plein de décors différents, plein d'ambiances lumineuses différentes, etc. Donc pareil, tu te retrouves confronté à des sujets de ce genre, et puis voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Et puis si tu ne mets pas ton cœur, tu n'arrives pas à faire des choses ambitieuses comme ça, et tu ne relèves pas des défis. Donc l'idée chez nous aussi, c'est de motiver un peu tout le monde pour pouvoir suivre, et puis y aller, et se dire, faire des groupes de travail pour dire mais comment est-ce qu'on peut faire autant de personnages, c'est quoi, qu'est-ce que tu proposes, tiens, on peut avoir ces brainstorming spontanés, ils sont fructueux, il y a des idées on travaille beaucoup en équipe en interne, c'est vachement important pour nous. D'accord. Et t'es impliqué aussi Cottonwood du coup sur cette partie-là ou... Eux, ce qui les intéresse, c'est que le projet se fasse. Alors évidemment, nous on leur ramène quelques contraintes. Forcément, de toute façon, dans toute création en général, ton producteur et ton réalisateur, ils arrivent avec des idées extraordinaires et à nous de suivre le challenge. Mais forcément, à un moment, tu leur dis écoutez, votre idée elle est géniale, mais il faudrait un tout petit peu la restreindre, même si on a envie de vous suivre. Et après, tu trouves un entre-deux, tu trouves un accord. Et puis voilà, tout ça se fait avec de l'envie également, et pour aller plus loin que prévu. De toute façon, ce que je trouve fascinant dans cette industrie, c'est vraiment les idées que certains ont en tête et qui derrière réussissent à vraiment exister. Et c'est un travail de titan, avec des collaborations entre techniques, scénaristes, des artistes, et je trouve ça... je pense que si personne ne supporte le projet, il va pas où, et il aboutit pas. Et je pense que c'est plus facile, peut-être que je me trompe complètement en disant une connerie, mais quand tu as beaucoup de thunes et quand tu as beaucoup de fric, c'est peut-être plus facile de se dire tiens, je vais faire une pré-pro sur tel film ou tel film ou tel film, je sais pas, je pense à Pixar, peut-être que je me trompe, que de s'engager dans un projet en France où tu as forcément moins de budget. Donc, tu as forcément besoin d'avoir des gens qui y croient plus, je pense. D'accord. Et des gens qui s'engagent, en fait. C'est cool. En tout cas, il a vu le jour. Il faut aller le voir au cinéma. On invite tout le monde à le faire. C'est la première fois que vous n'avez pas un client en face. Enfin, un client au sens Lego, ça reste quand même une boîte qui fait des jouets. Dans la publicité, c'était beaucoup. Zoé, David. Oui, c'est des clients, mais je veux dire, c'est le produit fini lui-même en fait. C'est le film d'animation qui est, tu vois, hyper important. Alors que pour Lego, c'est parmi l'univers Lego. Oui, tout à fait. Tu vois ce que tu veux dire. Et est-ce que ça vous a donné envie d'aller justement vous confronter à cet univers de la production d'œuvres en fait, alors ça, c'est un sujet effectivement qui nous titille depuis longtemps. C'est vrai qu'on a une sorte de maîtrise d'œuvre, comme on dit. On a un savoir-faire qui est large, puisqu'on vient de l'effet spécial, réaliste, jusqu'au cartoon, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à un certain moment, on a plein de créatifs chez nous, on a des artistes, et donc on a envie aussi à un certain moment de se dire pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas nos propres courts-métrages ou nos propres petits sujets. Et voilà, donc c'est dans l'air du temps. Et pourquoi pas contribuer en fait nous aussi à la création originale, quoi. Absolument. Aussi parce que des fois tu as des sujets sur lesquels tu aurais envie de bosser qu'on ne te propose pas non plus. Tu vois. Tu penses à quoi, par exemple, de l'animation adulte par exemple. C'est vrai que si tu fais de la série aujourd'hui en France, le cœur du marché est quand même preschool et kids, ce qui est génial, mais tu as peut-être envie d'aller un peu plus dans des
voir des sujets un peu plus adultes. On est des adultes, tu as envie de bosser aussi pour des trucs qui te font marrer plus. Donc voilà, c'est peut-être... Tu as aussi un public qui s'élargit. Oui, alors aussi. De toute façon, ce qu'on constate... Avec les streamers, etc., tout à fait. Il y a un appel d'air assez important. Bon, c'est une niche encore, mais tu sens qu'il va y avoir un développement à ce niveau-là. Alors, c'est pas que business, c'est pas l'idée. On ne va pas forcément faire de la production parce que tout d'un coup, il y a ce business-là, mais c'est parce que ça nous fait plaisir. En fait, au départ. Comme je te disais tout à l'heure, voilà, on a monté Circus parce qu'on avait envie de voler de nos propres ailes, d'être autonome, etc. Et puis de te retourner, de te dire à un certain moment, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est un peu dans la continuité, c'est-à-dire à un certain moment, tu te dis, c'est bien, on prend énormément de plaisir pour bosser. Je dirais pour des gens qui viennent nous apporter leurs idées, leurs projets, etc. De bosser avec des amis et autres. Mais à un certain moment, tu as aussi un jour, tu as envie de te retourner et puis de te dire, tiens, mais c'est nous qui avons fait ça. Et on a laissé ça. Alors, mais c'est quoi, pas l'idée de laisser une trace, mais simplement d'être, je dirais, un peu fier d'avoir fait tel personnage ou telle histoire ou tel... voilà. Je vois tout à fait ce sentiment. On va démarrer petit à petit. C'est vraiment un truc, mais c'est pour se marrer. Et quels seraient les messages qui vous tiennent à cœur ? Vous avez envie de faire passer aucun message. Zéro message. Non, mais ça peut être justement autour de l'indépendance ou alors de se dire... nous, on est plutôt optimistes de base. Alors, si tu veux, si on avait une ligne éditoriale, c'est plutôt du fun et de l'optimisme. Okay. C'est pas du tout des critiques ou de la pleurnicherie sur l'état de la planète. Tu vois, il faudrait... Si on abordait des sujets d'aujourd'hui... Moi, je suis hyper optimiste sur ces sujets-là quand même si la situation est compliquée et elle est dramatique. Mais je pense qu'il y a plein de jeunes générations et plein de gens géniaux dans l'humanité qui font qu'à un certain moment, on va trouver des solutions intéressantes. Et donc, c'est plutôt de se fendre la gueule. Je veux dire, on est là aussi pour ça. Si tu regardes les différentes... je sais pas, les différents corps de métiers et leur utilité dans nos sociétés. Nous, on fait partie de l'entertainment, donc quelque part, on est là pour faire rire les gens. Ouais. Et plus on rit, plus on vit. Ouais, ou pas, ou faire réfléchir les gens, aussi, bien sûr. Mais c'est à nous de porter ça et de faire en sorte qu'il y ait des contenus intéressants. Donc, je pense que, travaillant dans ce secteur d'activité, à un certain moment, je pense qu'on peut être aussi créateur. C'est tout ce que je vous souhaite. Et ce serait plus sur du long métrage, la série Non, au départ, des courts et de la série au départ. On n'a pas les épaules pour faire un long métrage à l'heure actuelle, mais pourquoi pas ? De toute façon, il n'y a pas de limite. Enfin, je veux dire, si jamais à un certain moment on arrive à financer du long métrage et puis faire en sorte qu'il se fabrique et qu'il y ait quelqu'un qui soit intéressé par notre projet, on n'hésitera pas. Il n'y a pas de raison de se brider, en fait. D'accord. On ne va pas s'auto-brider ni rien. On va démarrer notre aventure tout doucement et puis on verra. Julien, il y a une question que je n'ai pas posée, mais en fait, pourquoi Circus ? Pourquoi le nom Circus ? Alors, Circus, c'est assez... Circus, ça mélange un peu tout, déjà. Dans un cirque, tu vas retrouver plein de corps de métiers différents. Effectivement, bonne question. C'est relatif au show aussi. Il y a aussi la prestidigitation. Donc, à l'époque où on a démarré, il y avait cette idée aussi des effets spéciaux. Donc, on trouvait que c'était intéressant aussi comme terminologie. Et puis, il y a aussi un autre truc, c'est que c'était un magazine de BD adulte il y a très, très longtemps. D'accord. Circus, il y avait À Suivre, il y avait L'écho des savanes, il y avait tout un tas de trucs. Et je trouvais qu'il y avait cette tonalité aussi. Que toi, dont tu étais lecteur, en fait ? Ouais, j'étais tout petit, mais quand même, je trouvais ça génial. Et voilà, il y avait une combinaison entre les effets spéciaux, le show, etc. Et puis du coup, la piste aux étoiles, le logo, il est basé sur la piste du cirque, l'étoile. Enfin voilà, il y a tout un truc assez cohérent. C'est cool. Ouais, c'est la backstory. Voilà. Et du coup, avec la production, vous avez créé une structure qui s'appelle Monsieur Loyal, qui est donc dans un cirque la personne qui présente les spectacles. Exactement. Donc oui, c'est cohérent. Ouais, parce que c'est celui qui introduit les numéros, les clowns, etc. Ouais. Donc vous êtes dit, qui fait le show. Donc à nous maintenant de faire le show. Loyal. Ouais. Ok. Bon, super. Est-ce que j'ai une question peut-être un peu fâcheuse, mais parce qu'on m'a suggéré ça. Je remercie Manon pour ses suggestions. Un projet que tout le monde a oublié chez vous, mais que toi, tu n'oublieras jamais. C'est quoi ? Vas-y. Je sais pas, je te demande. Est-ce qu'il y a un projet de ce type-là ? Moi, j'ai une très bonne mémoire.
Donc, j'oublie aucun projet. Okay. Peut-être quelque chose qui est sorti dont vous n'êtes pas forcément content et rétrospectivement, il y en a plusieurs parce que notamment dans les publicités, t'es pas toujours. Quand tu fais de la pub, c'est compliqué. Ça, c'est un truc intéressant. Par exemple, chez nous à Circus, sur les publicités, il y a beaucoup. C'est compliqué de bosser en publicité en trouvant du sens pour les gens avec qui tu travailles. Bon, je diverge un tout petit peu, mais effectivement, bosser pour telle ou telle chose, pour des pompes ou pour des je sais pas quoi, de temps en temps, ça peut ne pas être intéressant. Nous, le discours qu'on tient en interne, c'est de se centrer sur l'image. On est des graphistes, on est là aussi pour donner du sens. Donc en fait, même si tu bosses pour une publicité de n'importe quelle marque, quelque part, tu peux la bonifier. C'est-à-dire qu'en gros, nous, notre boulot, c'est de faire une image qui a de la gueule à la fin, mais que tu vas raconter quand même quelque chose. En fait, il y a le challenge, quoi. C'est le challenge. Ouais, il y a un challenge. Je donne un exemple. On avait fait pas mal de pubs Babybel à un certain moment. Alors, c'est con, Babybel, du fromage et tout ça. Mais en fait, j'ai trouvé assez génial de se dire... en fait, c'est une vraie contrainte graphique et artistique de se dire qu'il n'y a pas de bras, il n'y a pas de jambes, il n'y a pas de visage, a priori. Et en fait, comment tu peux caractériser un groupe de 4 Babybel qui vont partir à l'aventure. Et tenir ce discours en interne avec les animateurs, avec les créateurs, exactement, c'était assez génial parce que finalement, tu ne vois plus ça comme forcément une publicité de fromage, mais tu vois ça comme un petit court-métrage de petits personnages qui partent à l'aventure. Et en fait, c'est ça notre métier, c'est de donner du plaisir graphique, de donner de la vie à des personnages, et puis... si tu restes collé sur le message publicitaire ou tout ça, il n'a pas vraiment de sens à mon goût. Il faut qu'on trouve un pont entre les deux et donc du plaisir dans ton boulot, du sens dans ce que tu fais et puis après, tu améliores forcément le message de ton, entre guillemets, de ton client quelque part parce que on leur a donné vie, c'était génial. Franchement, tu les vois, ils sont caractérisés tous d'une certaine manière. On aurait pu s'en désintéresser totalement. On en a fait un sujet pendant des mois, super cool. Et ça, c'est bien. Super cool. Les animateurs ont pris leur pied là-dessus parce que tout d'un coup, tu racontes une histoire, tu racontes une psychologie. Et en fait, tu peux prendre n'importe quel sujet, c'est la même chose. À toi de donner du sens, en fait. Est-ce que en France, parce que je vois, on a discuté là pendant près de 40 minutes, c'est dingue parce que déjà, vous avez fait des superbes images, vous avez une croissance qui est vraiment, qu'on peut vraiment saluer. Et il y a quand même cette modestie et cette envie de donner plaisir, tu vois, aux téléspectateurs, etc. Est-ce qu'il y a vraiment... est-ce que les Français sont les meilleurs dans ce domaine, en fait? Non, mais franchement, c'est une bonne question, quoi. Je vois... Face au Japon, face au... On parle souvent de la French Touch. Ouais. Moi, j'en sais rien. Je pense que... Peut-être qu'on a de meilleures écoles, mais te dire aujourd'hui... je sais pas moi, un Indien, il est moins sensible qu'un Français, c'est une connerie. Non, c'est sûr. Mais après, c'est un savoir-faire plus que une sensibilité. Tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je te dis, c'est peut-être les formations artistiques qui sont peut-être meilleures chez nous. Mais je vois pas pourquoi un Japonais, un Américain ou un Français serait fondamentalement moins artistique ou moins graphique. Est-ce que notre culture, notre langue fait qu'on est meilleur graphiste ou artiste? Tu vois, difficile à dire. C'est des choses que je peux pas maîtriser là, ce qui pose plein de questions. Mais je pense qu'on a plutôt de bonnes écoles avec des gens qui s'intéressent à donner des bons contenus, à faire des formations, etc. Est-ce que c'est culturel? Tu vois, j'en sais rien. Okay. Je sais pas. Bon, écoute, Julien, en tout cas, on vous souhaite le meilleur avec ce nouveau développement de potentiellement de séries où vous êtes producteur. Merci infiniment d'être venu sur Anima Show. C'est toujours un plaisir d'avoir des invités de ton académie. Donc, merci infiniment. Je n'ai plus qu'à remercier aussi les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre des notes, à en parler autour de vous et puis à venir consulter notre Instagram Anima Show France pour connaître les prochains invités. Merci.